Maintenant, c'est la parole aux entrepreneurs et à Innovadira. Donc nous, on a dans notre organigramme une partie innovation. Une partie notamment qui est occupée par Charlotte. Et donc Charlotte, elle s'occupe de rencontrer des porteurs de projets, de les recevoir, de voir ce dont ils ont besoin et d'animer un certain nombre de choses. Elle vous en parlera évidemment, mais on va surtout se focaliser sur le challenge Innovadira. Donc juste en 2 mots, le temps qu'elle se connecte, comme ça me permet de faire un petit peu de promo sur tout ce qui concerne Innovadira. Aujourd'hui, on a un comité de labellisation, donc avec une quinzaine de personnes qui regardent l'intégralité des projets, c'est-à-dire plutôt sur l'intégralité des points, que ce soit sur la partie humaine, RH donc, plutôt marketing, technologique, etc. Et ce qui nous permet ensuite de donner un avis sur ces projets et ensuite de leur attribuer un label. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, qui ont entendu Philippe Vessac. Philippe, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Je ne sais pas. Bon. Et Philippe nous a justement transmis un certain nombre de projets, et notamment Fredo. Fredo, donc, qui a été vainqueur, tout du moins qui était le premier projet labellisé. Voilà. Et à côté de ça, donc, on organise des sessions toutes les 6 à 8 semaines pour pouvoir rencontrer des porteurs de projets. Comment ? Voilà, on voit les footballeurs. Eh ben, bonsoir à tous, merci d'être là, bienvenue au Challenge Innovadira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Charlotte Bourgeois, je suis chargée de mission à l'Adira et notamment sur les dispositifs Innovadira. J'animerai le challenge ce soir. Je vais essayer de ne pas être trop bavarde pour finir dans les temps parce qu'on a un programme très chargé et on ne voudrait pas faire de l'ombre à la Coupe du Monde. Je vais me mettre de l'autre côté. Alors, Innovadira, comme Pierre-Antoine l'a dit, c'est plusieurs dispositifs qui accompagnent des startups et qui permettent de faire des passerelles entre les entreprises adhérentes à l'association et des startups qu'on rencontre, des projets digitaux innovants. Le challenge, c'est 35 candidats, 10 sélectionnés après plusieurs jurys, et des oraux. On a sélectionné 4 finalistes qui vont du coup remporter un des 2 trophées, ou les 2, on ne sait pas, on verra bien. Le jury est présent, quelques membres du jury sont présents au premier rang et animeront aussi avec la partie questions. Les 2 trophées ce soir, c'est le prix du jury. Le prix du jury a été décerné par du coup le jury en fonction d'un dossier de candidature et d'un oral. Et le prix du public, ce sera à vous de voter avec un QR code que je vous mets juste ici et un lien, ainsi qu'un code que vous retrouverez tout au long des pitchs. Le vote ne peut pas être modifié, donc choisissez bien. Je vais décaler un peu. C'est tout bon. Alors, avant de commencer le challenge, on voulait vraiment remercier toute l'équipe organisatrice du challenge pour leur grande implication et les membres du jury pour leur bienveillance avec tous les candidats. Ils ont pris le temps vraiment de regarder tous les projets, de discuter, d'échanger et on les remercie vraiment. On remercie également notre marraine et notre parrain du challenge qui participent à la constitution des 2 prix que je vais inviter avec moi sur scène pour dire quelques mots. Merci Charlotte. Avant de dire quelques mots, donc je me présente, donc je m'appelle Sylvie William-Maïka et j'ai la chance d'animer les équipes commerciales chez AWS. Donc on a parlé d'innovation tout à l'heure. L'innovation, c'est au cœur de notre dispositif et notre ADN chez AWS. Je pense que vous connaissez, quand on parle d'innovation, on parle du cloud, d'où nos questions sur la technologie. Parce qu'on pense que c'est quand même aussi la base de l'innovation. Voilà, donc moi j'anime les équipes commerciales chez AWS, qui est
leader du cloud computing et qui ont parlé des innovations et des entreprises invincibles. On pense quand même que le cloud est une des grosses innovations disruptives de ces 15 dernières années. Juste quelques petits mots, parce qu'on parle aussi de start-up. Aujourd'hui, AWS est choisi par 80% des start-up qui donc se créent, se construisent et construisent leur business model dans le cloud, et tout secteur confondu. Donc que ce soit les fintech, que ce soit les green tech, le e-commerce, les mano-mano, les back market. Voilà. Donc, grâce à un programme et dont vont bénéficier les gagnants, qui s'appelle Activate, donc où on donne des crédits. Donc, on peut donner jusqu'à 100 000 $ de crédit à des startups qui se créent et un accompagnement de nos équipes. Donc, on investit également dans le go-to-market de nos startups. Donc, on a une place de marché qui s'appelle AWS Marketplace, où on aide également nos startups à se développer et à faire des connexions avec les très grandes entreprises qui sont nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 80% des licornes françaises qui se construisent sur la plateforme AWS, mais on a aussi 80% des entreprises du CAC 40 qui tournent aujourd'hui sur le cloud AWS. Juste, je finis avec 2 chiffres et après je passe la parole à mon coéquipier Philippe. On a fait une étude pour voir quel était l'impact d'AWS en France sur l'économie française. Aujourd'hui, on a eu les résultats, on a beaucoup communiqué dans la presse il y a un mois de cela. Aujourd'hui, il y a 73% de nos clients, tout confondu. Donc, comme vous l'avez compris, on accompagne de la start-up early stage jusqu'à l'IPO sur l'exit et jusqu'à de l'entreprise du CAC 40. Donc, 73% estiment que leur passage dans le cloud a eu un impact très fort avec des économies importantes. Donc, on touche l'EBITDA, mais aussi la top line, parce qu'on a estimé à 1,6 milliard d'euros la valeur économique créée par AWS sur près de 100 000 entreprises en 2020. Donc, gardez ces chiffres parce que ça paraît complètement impressionnant, mais j'avais juste envie de vous les partager pour vous montrer quelle était la valeur. Du coup, on se met un petit peu je ne sais pas si c'est en opposition ou en complémentarité avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais la valeur de la technologie dans l'innovation. Voilà. Bon, je pourrais y passer des heures, mais on sera ensemble au cocktail, donc n'hésitez pas à passer une fois. Je passe la parole peut-être à Philippe. Donc voilà, Teamwork qui est un de nos très très grands partenaires. Bonsoir à tout le monde. Donc Teamwork, à la base on est une société qui fait du SAP, donc c'est pas forcément de la grande innovation, donc on a essayé de se détendre et de lancer à l'interne des projets innovants. On a fait des projets notamment sur du cloud AWS pour détecter des défauts sur des coulées de fonderie, détecter des prospects pour une équipe pro de vélo, des choses comme ça qu'on a fait en partenariat avec vous. Donc c'était des sujets innovants. À l'interne, on a essayé de lancer on voit que c'est pas facile l'innovation. Je crois que j'avais proposé, c'était en juin, il y a Mathieu Comard qui a fait une formation qui est de chez nous. J'avais proposé 2 millions pour, allez, faites part de vos idées. Ça n'a pas si bien marché que ça. Donc accessoirement, on aide tous les projets innovants, comme ça va être le cas ce soir, avec des financements. On sert aussi d'une partie de nos bénéfices pour investir dans des entreprises innovantes. Ici sur Lyon, il y a eu ImageMe. Il y a maintenant une solution i2scan pour le contrôle interne. Et puis on a investi par exemple dans des sociétés comme Morpho qui recréent des écosystèmes dans l'industrie minière principalement dans le premier temps, Barouders pour la seconde main. Donc c'est une manière aussi de, si on n'arrive pas à le faire en interne parce qu'on n'a pas suffisamment d'idées, on répartit une partie de nos bénéfices sur des projets innovants dans d'autres entreprises. Et puis on leur amène à la fois des compétences IT et puis aussi un portefeuille client dans certains cas. Donc là, je suis très très content de faire partie de l'équipe ce soir et puis de remettre le prix. C'est pas mal de petites sociétés qui ont besoin d'un coup de pouce, d'aide. Il y a un peu de coaching à faire, je pense. C'est un peu
notre enjeu. Donc voilà, je suis très content d'être là. Et on va continuer d'essayer, à travers la DIRA et à travers le prix qui est remis ce soir, d'aider les jeunes talents à se développer. Merci. Alors pour la petite histoire, toujours les petites histoires, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques années, c'était à Las Vegas. Donc on est très content de se voir à Lyon ce soir. Et c'était il y a 3 ans. Et du coup, je rebondis juste parce qu'il y a une chose hyper importante que je n'ai pas mentionnée. Donc AWS, c'est une grosse empreinte aussi régionale. Et je crois que mes équipes ne seraient pas du tout contentes si je ne le mentionnais pas. Donc nous sommes présents à Lyon avec plus d'une 50aine de collaborateurs et nous allons étendre nos bureaux en 2023 donc pour être encore plus présents et aux côtés de notre écosystème régional. Et ça, c'était très très important de le dire ce soir. Voilà. Merci beaucoup. On va accueillir le premier pitch. Les pitchs sont des pitchs... Ah oui, pardon. Les pitchs sont des pitchs de 3 minutes, top chrono. Et ensuite, il y aura 2 questions du public, du jury, pardon, qui a déjà vu les dossiers. Zut. Je te lance le chrono. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Lauriane Favre. J'ai déjà distribué pas mal de bulles cet après-midi à beaucoup de monde. Et donc, je suis la fondatrice de Bullit. À la base, je suis développeuse et chef de projet web spécialisée dans le e-commerce depuis un peu plus de 16 ans. Et donc, j'ai créé Bullit pour toutes les petites entreprises qui ont aujourd'hui pas le budget pour faire appel à une agence de com et vendre en ligne. Aujourd'hui, le problème, c'est pas d'avoir une boutique en ligne, mais c'est d'être visible parce qu'on peut avoir la plus belle boutique en ligne. Si elle n'est pas visible, on ne vend rien. Et donc, Bullit, c'est une histoire de bulles. On automatise l'affiliation au sein de communautés e-commerce. Donc, c'est un peu compliqué, mais je vais expliquer tout ça. C'est en fait très simple. Notre innovation, c'est d'intégrer complètement l'e-commerce dans le marketing d'influence. Alors, comment ça fonctionne, Bullit ? On permet à peu près tout le monde, de majeurs évidemment, de sélectionner des vendeurs sur notre plateforme qui sont des créateurs, des artisans, des producteurs, des toutes petites entreprises et de leur proposer un deal. On leur propose de communiquer pour eux en échange d'un pourcentage sur leur vente, maximum 15%, ou de réduction pour sa communauté. Les boutiques reçoivent l'invitation et quand elles acceptent instantanément, tout leur catalogue produit s'intègre dans la bulle qui n'est autre qu'une marketplace qu'on vient de créer de façon instantanée et personnalisée, par exemple pour une association. Une association de parents d'élèves va avoir sa bulle avec son logo, va communiquer auprès des parents d'élèves et tous les achats vont financer l'association à hauteur de 15%, par exemple. Et donc, ce qui est innovant chez nous, c'est que toutes nos boutiques peuvent être dans plusieurs bulles à la fois. Ce qui fait qu'à chaque bulle à laquelle elles accèdent aussi à un bulleur qui communique pour eux auprès d'une communauté. On n'a plus besoin d'agence de com. Et toutes ces entreprises qui n'ont pas les budgets pour y accéder, eh ben, ça tombe très bien pour elles. Voilà, parce qu'actuellement, elles n'ont pas d'alternative. Elles bidouillent elles-mêmes leur communication, mais elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les compétences, d'autant plus que les métiers de la communication maintenant sont de plus en plus spécialisés et compliqués. Donc voilà ce que c'est que Bullit. On fonctionne déjà depuis plusieurs mois. On a un MVP qui fonctionne très bien. On est en train de passer sur une V1. On a plus de 100 vendeurs et on commence à avoir quelques bulles, surtout lyonnaises. Notre technologie est scalable et nous l'avons développée de A à Z. Voilà. Merci. Oui, ça marche très très bien. Avez-vous des exemples de cas d'usage pour que l'on puisse bien comprendre ce que c'est que Bullit, des cas d'usage précis? Alors oui, vous avez été plusieurs à recevoir un QR code de bulles. Et donc, on a des bulles d'association qui permettent de financer l'association à chaque vente. On a aussi des bulles d'influenceurs, d'influenceuses qui vont se rémunérer. On a des bulles de groupes de voisins qui vont en fait demander un modèle de réduction
pour commander tous ensemble, et ils peuvent utiliser une de nos fonctionnalités phares qui est la livraison groupée. Demain, on livre une école. Donc, il y a eu 30 commandes sur cette semaine. Il y a seulement 5 vendeurs qui sont dans ces 30 commandes. Et donc, on évite 25 livraisons. Et on a également les comités d'entreprise qui, eux, vont demander des réductions pour leurs salariés. Et donc, toutes nos bulles sont gratuites, à part le modèle comité d'entreprise, où on demande une participation à l'entreprise pour avoir une bulle privée, qui est offerte que pour ses salariés, du coup. Voilà. Très clair, voilà, cas d'usage. Merci. Et une autre question, quelles sont vos perspectives pour l'avenir ? Alors, aujourd'hui, on cherche des bulleurs et des bulleuses. On s'est rendu compte que les vendeurs, c'était pas un problème pour les trouver, donc c'est plutôt bien, puisque notre modèle économique tourne vraiment sur les vendeurs. Aujourd'hui, on est un SaaS B2B2C. Donc là, on est à la recherche, ça fait 2 mois qu'on a commencé vraiment à donner les clés des bulles à des bulleurs, et donc on cherche des assos, des CSE, etc. pour monter la mayonnaise, puisque plus on a de bulleurs, plus on a de vendeurs intéressés, plus on a de vendeurs, plus les bulleurs sont intéressés pour faire des bulles variées, et donc il faut monter tout ça. Et aujourd'hui, on est une toute petite équipe qui est présente ici, et on a bien besoin de la faire grandir pour gérer tous ces clients, puisqu'on a déjà plus d'une centaine de vendeurs sur Lyon. Voilà. Merci. Merci. On va accueillir le deuxième pitch, qui est Babili. La plateforme des votes est toujours ouverte, n'hésitez pas. Il y a les petits liens et le code juste en dessous. Votez pas tout de suite. Mince, je pensais que j'allais pouvoir me mettre au milieu, mais ça marche pas. Bonsoir. Ou rebonsoir. C'est parti. Je m'appelle Nicolas. Je vais vous présenter Babili, mais je suis désolé pour le jury parce que j'ai encore changé mon pitch par rapport à la dernière fois et par rapport à ce que j'avais prévu, parce que j'ai été drôlement inspiré par Monsieur Pigneur. Et je voulais vous montrer mon dessin. Je pense que vous ne le verrez peut-être pas, mais c'est exactement ce qu'il y avait à l'écran. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens présenter si finalement je ne suis pas innovant ? Ma maison est exactement celle qui était prévue. Et donc je me suis demandé, on avait 5 secondes, et je pense que j'ai été tâché d'être plus efficace qu'innovant. Puis je me suis dit, finalement, ce qu'il fallait, c'était du temps pour innover aussi. Et je suis venu me demander si on pouvait forcer l'innovation. Et je pense que les meilleurs moments où on innove sont finalement pas ceux où on fait toujours des brainstorming ou d'autres choses. Je me dis qu'il m'est peut-être arrivé d'innover aux toilettes ou la nuit, etc. Et que l'innovation se force pas toujours. J'ai eu besoin de temps. L'histoire de Babili commence en 2016, en fait. Et si mon directeur du développement était là, il était là tout à l'heure, il m'en voudrait beaucoup de vous dire ça, parce que c'est une date qui est un peu inavouable pour une start-up, de dire que finalement on a voulu commencer il y a 6 ans maintenant, un peu plus même, mais il a fallu explorer avant d'arriver sur ce qu'est Babili pour que le sujet soit le bon. Moi, je voulais innover pour les crèches, pour la petite enfance, parce que je suis devenu papa et que j'avais plein d'idées. Donc j'ai prototypé mes idées. Je savais faire du numérique. J'ai ouvert Notepad++, balise HTML, balise body. J'adore cette anecdote, mais c'est vrai. Et j'ai prototypé, j'ai testé. Donc je me suis reconnu dans plein de choses que j'ai entendues tout à l'heure. Et je me suis planté plein de fois. Et il a fallu 1 an et demi avant d'arriver sur le sujet présent de Babili. Donc je vais vous parler, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait la passion par mes enfants, par la crèche, l'IT qui permettait de faire un petit peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment génial. Le savoir coder, savoir designer. Et il y a quelque chose qui m'a parlé aussi, c'est que les 100 000 € dont on parlait, qu'on dépense dans une première phase d'innovation, quand ils sortent de sa poche, c'est pas facile de pivoter. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai pivoté, et Jean-Baptiste, tu étais là quand j'ai pivoté, en particulier, et pour trouver le sujet présent, qui est de la place en crèche. Voilà. Donc moi je connaissais pas le problème parce que j'avais une place en crèche, mais il y a de la place en crèche, il y en a beaucoup. C'est pas facile pour les pros de le dire, de le révéler, parce que elles ont pas envie, elles ont pas le temps. Le job est pas facile, même s'il est admirable, il est mal payé. Et avec Babili, en fait, on leur permet de redonner un peu de sens à leur métier, faire comprendre pourquoi c'est bien en fait d'accueillir des enfants. 63% de taux d'occupation en moyenne en France, ça veut dire qu'il y a 1000 places chaque jour disponibles rien qu'à Lyon. Il y en a 100 000 en France chaque jour. Et quand on est passé par là, je pense qu'on hallucine de savoir ça. C'est pas mes chiffres, c'est la CAF qui le dit.
Donc on les aide à partager ces places, on aide les parents à les réserver très facilement, même par SMS, s'il le faut. Le numérique permet aussi de toucher des gens éloignés du numérique, c'est drôle. Et aujourd'hui on équipe 300 crèches en France, il y en a 15 000, donc ça en laisse encore beaucoup. On aide les crèches du coup à mieux remplir leur mission, à mieux remplir leur caisse, à mieux payer leurs pros, à mieux revaloriser les salaires. Donc voilà, je veux juste rebondir peut-être pour conclure, pardon, j'avais déjà dépassé la dernière fois, que si vous voulez être dans la thématique d'innover pour rester invincible, je pense qu'on est peut-être le bon pari parce que vraiment on a passé tous les obstacles, y compris le Covid quand les crèches ont fermé. C'était dur. Merci, bonne soirée. Tu vas encore avoir l'occasion de parler puisqu'on a quelques questions. Est-ce que tu peux nous donner un peu le modèle économique du projet ? Ah oui, pardon. Ouais, effectivement. J'avais dit à Charlotte que je sortirais peut-être un petit peu des sentiers battus et j'ai pas tout abordé. J'ai voulu, on va peut-être le revisiter un jour, mais je trouve qu'il est cool pour aujourd'hui. J'ai voulu quelque chose de très juste et qui soit facile pour entrer dans les crèches. Une innovation n'est pas toujours facile à faire accepter. Et pour la faire accepter, en fait, j'ai commencé par tester gratuitement, évidemment. Puis le jour où c'est devenu payant, je leur ai dit, écoutez, vous paierez que si ça marche. Donc pas de minimum, pas d'engagement, pas de frais d'installation, juste à la performance. Donc quand on arrive à faire venir un enfant sur un créneau en crèche et qui vient effectivement, ça veut dire que si le parent annule, on ne sera pas payé. Mais en fait, parce que si le parent annule, on va reproposer la place aux autres parents et on sera payé qu'à cette condition-là. Donc c'était hyper risqué. Ça faisait plaisir aux crèches, évidemment. Pourquoi je bosserais pas avec vous ? Donc elle commençait, mais en plus ça a marché. C'est-à-dire que vu que c'est pas plafonné, on arrive aujourd'hui à avoir des crèches qui nous récompensent, qui payent 600 € par mois. C'est considérable, hein, quand on sait qu'il y en a 15 000 juste en France et qu'on peut s'ouvrir à l'international, c'est fou. Voilà. Mais je pense qu'il est sympa. Il est extrêmement risqué. Hein. Si on rencontre des investisseurs demain, ils nous le disent déjà, hein, vous êtes des oufs, c'est pas du MRR, c'est pas du récurrent. Si, c'est du récurrent parce qu'en fait, on fidélise même mieux, je trouve, qu'avec un abonnement. C'est le modèle économique, voilà. Juste 0 frais, 1 € par heure réservée. J'ai une petite question. Accueillir des enfants dans une crèche, alors qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de cette crèche, ça peut être déstabilisant pour lui et pour les familles. Comment vous assurez la stabilité des enfants ? On ne l'assure pas, nous. C'est les crèches qui le font. Les crèches ont été extrêmement exigeantes du premier jour. C'est ce qui a fait que Babili, au début, après avoir été une simple liste de disponibilité, est devenu un outil pas complexe en apparence, mais en fait complexe dans côté back-office, avec beaucoup de paramètres que les crèches nous ont demandé. Hein, tout a été co-construit et les crèches sont très exigeantes sur l'accueil de l'enfant, la bienveillance, la bientraitance. Un enfant ne va pas débarquer du jour au lendemain grâce à Babili, ou à cause même de Babili. C'est elle qui exige de rencontrer la famille, de comprendre pourquoi elles veulent être en crèche. Tout le monde veut être en crèche, hein, finalement, presque, et qui veulent une phase d'adaptation. Nous, on va juste faire en sorte que cette phase d'adaptation puisse exister. Mais ce n'est pas nous qui allons la créer, on n'accueille pas l'enfant. En tout cas, on respecte le fait qu'un parent doit passer par un processus, même si, en fait, si vous allez sur Babili, vous verrez des vraies places disponibles, qui sont en bleu, qui sont cliquables, qu'on peut réserver, mais ça va quand même nous faire passer par un processus de préinscription et d'adaptation. Mais on aime bien montrer quand même les places en crèche, pour justement contrer un petit peu toutes les plateformes qui vous en promettent et puis qui finalement vous font remplir un grand formulaire pour vous demander quel est votre employeur, pour finalement aller chercher le financement de l'employeur. Voilà, on a voulu révéler un petit peu le fait qu'il y avait des vraies places, mais en respectant cette partie-là. Donc si on demande une place pour le lendemain, finalement on va peut-être d'abord rencontrer la crèche, et puis la place qu'on aura sera peut-être pas le lendemain, mais la semaine d'après, histoire de respecter justement cette partie-là. Et puis l'enfant, des fois, s'adapte pas à la crèche. Hein. Donc il y a d'autres modes de garde. Aujourd'hui, on est très spécialisé crèche. Qui sait, on va peut-être s'ouvrir. Merci, bonne soirée. Merci. On enchaîne avec le 3e pitch, qui est Speaky Community. Bonjour à tous. Je prends un drôle d'effet, le micro. Je m'appelle Anne-Charlotte Dupéret et je suis la fondatrice de Speaky Community, qui est une application gratuite qui a été imaginée pour faciliter l'accueil et l'inclusion des personnes étrangères en France. À titre indicatif, la France a délivré en 2019 3 millions de visas. Il y a de plus en plus de personnes étrangères qui arrivent sur le territoire, mais il y a des vraies problématiques en termes de coordination, d'accueil, d'outils, d'inclusion.
Les personnes étrangères qui arrivent sont souvent seules, isolées. Elles doivent décoder des millions d'informations. C'est un petit peu ce qu'on appelle la jungle administrative à la française. En tout cas, c'est le constat que moi j'ai pu faire en rentrant de l'étranger après 2 ans d'études en Espagne et en Amérique du Sud. Je me suis rapprochée des personnes étrangères à Lyon pour les aider à s'installer. Et c'est là où j'ai été ébahie par justement cette complexité administrative. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer Speaky Community, le seul guichet unique numérique qui permet de réunir l'information, les outils, les acteurs de l'inclusion au sein d'une même et unique application gratuite et multilingue. L'appli, elle va pouvoir répondre à comment est-ce que je trouve un médecin qui parle ma langue, comment je découvre la ville, comment je trouve un garant, comment j'apprends le français. Toutes ces problématiques-là pour s'installer, vivre et créer du lien en France le plus facilement possible. Il existe des acteurs dans l'inclusion, il y a beaucoup d'associations et d'institutions. L'objectif aujourd'hui, c'est pas d'être en concurrence avec eux, au contraire. Je travaille main dans la main pour co-construire une application adaptée. C'est vraiment des partenaires complémentaires. L'idée, c'est de les référencer dans l'application pour pouvoir orienter l'utilisateur vers la bonne information et vers le bon interlocuteur. Grâce à la bourse French Tech et la subvention Startup & Go, j'ai pu financer une première version de l'application qui est sortie en septembre 2022 à destination des étudiants internationaux et des jeunes actifs étrangers. Aujourd'hui, on compte plus de 1100 utilisateurs à Lille, Paris, Lyon et Marseille. Et l'ambition de Speaky pour 2023, donc pour mars 2023, c'est de sortir une deuxième version qui permettra de personnaliser le contenu et de l'adapter vraiment en fonction du profil de l'utilisateur, ses besoins, ses préférences, où est-ce qu'il en est dans le processus d'arrivée, ce qui permettra aussi de s'orienter à un public expatrié, demandeur d'asile, réfugié. L'objectif étant d'être vraiment une application globale et universelle qui lutte pour l'inclusion de tous les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, j'ai 2 gros challenges. Le premier, c'est d'être accompagnée et de m'entourer, puisque je suis seule aux manettes de Speaky Community. Deuxième gros challenge, c'est obtenir des fonds pour gagner en visibilité, pouvoir augmenter mon nombre d'utilisateurs, qui permettra de générer du trafic sur l'application et donc de générer du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'application, elle est gratuite, mais elle est monétisée via des placements promotionnels commissionnés. Donc, ce qui peut intéresser des entreprises qui cherchent à gagner en visibilité auprès d'un public étranger. Voilà, n'hésitez pas à télécharger l'application, la recommander à vos pairs étrangers ou à des connaissances. Merci. Et du coup, première question, comment faites-vous connaître votre application du coup, auprès de vos cibles, à savoir les personnes étrangères? La stratégie d'acquisition de Speaky, elle repose sur un fort réseau de partenaires. C'est le principe du B2B2C. Je me fais connaître auprès d'entreprises, d'associations, d'universités, d'écoles qui accueillent un public étranger. Et ensuite, elles vont faire la promotion de Speaky auprès de leur communauté. Aujourd'hui, j'ai pu nouer des partenariats avec l'Université Paris 8, les Beaux-Arts à Lyon, Lyon 2 même, des écoles de commerce, mais aussi des associations plus locales telles que Singa, Youn ou Causon à Lyon. L'idée, c'est vraiment qu'ils deviennent prescripteurs de l'application. Eux, ils ont la crédibilité et l'influence. Ce qui est important aussi après l'acquisition, c'est de pouvoir fidéliser les utilisateurs, puisque l'important, c'est qu'ils utilisent l'application, qu'ils la trouvent utile et qu'ils reviennent. Et donc la stratégie de fidélisation, elle va reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est du contenu qui est mis à jour régulièrement, avec un envoi de notification à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Deuxième pilier, c'est des bons plans qui sont négociés avec des partenaires. Ça peut être des réductions pour des consultations de santé mentale avec des psychologues multilingues, par exemple. Et troisième pilier, c'est une catégorie découvrir la ville, où là, on va donner à l'utilisateur des informations sur des événements pour rencontrer du monde dans sa ville, des activités, des lieux, ce qui va permettre à l'utilisateur d'avoir envie de revenir sur l'application. Donc 2 leviers. Au niveau technologique, pour développer votre application, vous avez dit que vous êtes toute seule. Oui. Donc vous appuyez sur des sociétés qui vous aident à développer l'application ? Et bien justement, grâce à la BPI et à Startup & Go, j'ai pu faire appel à une agence de développement qui m'a accompagnée vraiment du début à la fin de la première version. Moi, je leur ai fourni l'idée, les maquettes, du moins les maquettes que j'avais à l'époque. Et avec eux, vu que j'avais pas d'associés
tech. On a travaillé ensemble sur tout ce qui est ergonomie, UX, UI, nouveauté, qu'est-ce qui se fait avec le budget effectivement qu'il y avait. Et donc il s'occupe de toute cette partie-là de développement et d'évolution pour l'instant. D'accord, donc vous êtes déjà équipé, donc ce qu'on peut vous amener, c'est une aide pour qui monte en puissance et que votre application se développe, c'est ça? Parce qu'une application, ça s'optimise et qu'une V1 ne suffit pas. Et que justement, pour attirer des nouveaux utilisateurs et les fidéliser, il faut toujours optimiser. Et ça a toujours un coût conséquent. Voilà. Merci. Donc bonjour à tous, nous c'est Drug Optimal. Ah oui, c'est vrai que... alors je m'appelle Lugan, je suis pharmacien et je vais vous raconter ma première expérience à l'hôpital. Nous étions en charge du soin d'un patient atteint d'un cancer du sang. Nous l'avons mis sur une première ligne de chimiothérapie, puis une deuxième qui n'a toujours pas fait d'effet, donc une troisième ligne. Et malheureusement, le patient est décédé parce que ces traitements n'ont pas fait effet. Après avoir repris chacune de ces ordonnances, on s'est rendu compte que tous les anticancéreux qu'il prenait rentraient en incompatibilité avec un autre médicament et que c'était donc parfaitement évitable. L'incompatibilité physico-chimique, c'est quand on mélange des médicaments, ils réagissent chimiquement, ce qui annule l'effet du médicament et provoque une toxicité. Le plus simple à illustrer, c'est en service de soins critiques où beaucoup de médicaments injectables sont administrés simultanément, ils se croisent et donc rentrent en incompatibilité. En termes de chiffres, c'est près d'un médicament sur 5 dans ce type de service qui est incompatible et donc potentiellement inefficace et toxique. 300 000 risques de décès chaque année en France et 12 milliards d'euros de dépenses de santé publique évitables. Malheureusement, aujourd'hui, aucune alternative viable n'existe à ce jour. Pourquoi ? Parce que ce n'est que des professionnels de santé qui ont pris ce sujet et qui ont tenté de trouver des solutions depuis 20 ans. Malheureusement, on est dans une thématique qui traite de la chimie, de la big data, et donc il faut d'autres compétences. C'est pour ça que donc on a créé Drug Optimal avec Mathieu, commercial gestionnaire, moi-même, pharmacien, un ingénieur spécialiste de l'intelligence artificielle et un chimiste. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on a compilé 20 ans de littérature et 1000 articles scientifiques et fait une première boucle IA pour justement trouver 7500 incompatibilités entre des médicaments. Ça nous a permis de créer le premier logiciel automatisé de détection des incompatibilités physico-chimiques. Mais on veut aller plus loin et caractériser vraiment ce que font ces incompatibilités physico-chimiques. C'est pour ça qu'on continue à développer nos modèles IA. On travaille en laboratoire chez nos partenaires académiques. D'ailleurs, je vais faire un petit zoom sur l'IA. À quoi ça sert? Pour un chimiste aujourd'hui, pour caractériser les incompatibilités de tous les médicaments face à tous les médicaments dans tous les différents environnements, ce sont des milliards d'expériences. Avec l'IA, on a réussi à descendre ça à une centaine de milliers d'expériences. Donc, on arrive, grâce à ça, à toucher du doigt notre objectif final, qui est de maîtriser la thérapeutique du patient et de comprendre ce que va faire chaque médicament dans le corps du patient et faire en sorte qu'ils aient les effets escomptés. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour justement rentrer chez Innovadira, rentrer dans votre écosystème, avoir aussi droit à du coaching qui nous permettra de nous améliorer. Sur des points, on a besoin de s'améliorer et de monter en compétences. Et puis, les 5 000 € à gagner, ça va nous permettre de déployer notre solution au CHU de Grenoble, notre CHU partenaire, pour avoir un chiffre d'affaires aux alentours de 50 000 € et qui nous permettra, in fine, de sauver des vies. Merci. Alors, une petite question. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir bien compris la différence entre une incompatibilité physico-chimique et une interaction médicamenteuse. Oui, c'est vrai qu'il y a une thématique qui est beaucoup traitée par Vidal, notamment, Pozo, ce que vous connaissez peut-être, qui sont sur le terrain de l'interaction médicamenteuse. L'interaction médicamenteuse, c'est quand deux médicaments produisent un effet, et il va y avoir une conséquence néfaste, soit l'annulation de l'effet d'un autre médicament, ou alors aller en sens inverse. Nous, on est sur un marché beaucoup plus de niche, c'est l'incompatibilité physico-chimique. Les médicaments rentrent en contact,
interagit chimiquement et s'annule avant même d'atteindre le corps du patient. C'est tout un autre univers. Voilà. Alors, une deuxième question, qu'en est-il du secret médical? Est-ce que ce sont des données littéraires ou aussi des données patients que vous abordez? Alors, aujourd'hui, on ne récupère pas les données du patient. C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les données des médicaments et de l'utilisation de ceux-ci, ce qui est super intéressant pour faire progresser la science dans les usages des médicaments, qu'on peut stocker dans des bases de données dans le cloud, mais on n'est pas encore sur de la donnée de santé. Par contre, quand on va commencer justement à aller travailler sur les thérapeutiques du patient et à avancer sur cette problématique des incompatibilités physico-chimiques, on commencera à ce moment-là à stocker les données de santé. Mais à ce moment-là, on aura, on discutait de ça justement avec AWS tout à l'heure, on va justement pouvoir stocker grâce à des bases de données qui nous permettront de stocker ces données de santé, les réutiliser, mais tout en gardant effectivement le secret médical. Et ça, en France, c'est extrêmement encadré, notamment par la RGPD, tout ça, et c'est extrêmement des données extrêmement sensibles qu'on garde et qu'on n'a pas le droit de revendre à n'importe qui, tout ça. Enfin, tout est très encadré autour de cette donnée. Merci beaucoup. Alors, je vous remets le QR code pour voter. Ça y est, tous les pitchs sont passés. Vous avez les cartes en main pour le prix coup de cœur du public. Je vais inviter Philippe sur scène déjà à remettre le prix du jury. C'est un moment de grand suspense. Alors voilà, le vainqueur du prix du jury est Babili. Donc, mes enfants sont un peu grands, je ne pourrais pas fournir les premiers clients, mais on comptera sur les petits-enfants. Et puis bravo pour cette victoire et bravo pour le projet. Merci beaucoup. Merci. On peut faire une photo, petite photo. Si, c'est bien une petite photo. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un grand merci à Teamwork et à AWS pour la constitution des prix. Et c'est accompagné d'un an de mentorat et d'une adhésion à la DIRA. Ensuite, on va enchaîner avec le prix du public. Je vais appeler Sylvie. Le coup de cœur du public. Coup de cœur. Non. Et ce n'était pas cacheté. Ce n'était pas cacheté. Alors, le coup de cœur, ce sera pour Drogue Optimale. Bon, moi, je dois vous avouer que je suis super contente parce que moi, j'ai monté une association. Donc, c'est pas une start-up, c'est une start-up associative dans le milieu de la santé. Donc, ça me fait super plaisir. Voilà. Bah, bravo. Super. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup. Bravo. Du coup, je vous remercie pour votre attention et votre participation. Avant de vous inviter à vous diriger vers le cocktail, je vais inviter Maxime Dupré, le président de la DIRA, pour clôturer cette belle convention 2022.
bonsoir à tous. Eh bien, je suis vraiment très content de pouvoir clôturer cette convention dans un format qui a été un peu rénové, puisque nous aussi, finalement, à la DIRA, on a innové pour devenir invincible. On espère qu'on verra si on est invincible, mais pour l'instant, on ne peut pas encore le montrer. Mais en tout cas, on a innové. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu, avec cette partie d'après-midi qui était un peu la nouveauté de cette année, c'est-à-dire ce côté forum, qu'on a essayé aussi d'ouvrir en fait à l'extérieur de l'association, puisque le forum était ouvert, y compris aux non-membres. Je rappelle que la DIRA est une association qui est entièrement au service de ses membres, qui est entièrement financée par les cotisations de ses membres. On ne dépend pas de subsides, par exemple, publics, de subventions, de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est important qu'on fasse des choses pour les membres. Mais pour autant, cet après-midi, on a fait le choix de s'ouvrir aux gens qui venaient découvrir et autour de thèmes de l'innovation qui sont fédérateurs et qui rassemblent au-delà de plein de différences qu'on peut avoir. J'espère aussi que vous deviendrez maintenant invincible à travers de votre innovation. Et donc c'était un peu l'objectif d'aujourd'hui. Je pense aussi que il y a des choses qu'on peut vous rappeler un petit peu dans le fonctionnement de la DIRA. On a innové, mais on a aussi des piliers qui sont un peu historiques, mais qui marchent bien. Ces piliers, c'est des groupes de travail. Des groupes de travail, il y en a 23. Ils sont thématisés et ils rassemblent des gens qui ont les mêmes sujets en fait d'inquiétude ou bien de discussion, avec des experts qui discutent entre eux, entre pairs, et qui arrivent à trouver des solutions en commun. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ancien à la DIRA, mais qui marche bien et qu'on prolonge. C'est notre exploitation à nous, à la DIRA, quelque part. On a également des événements. Il y en a aujourd'hui, vous y êtes, et il y en a d'autres qui arrivent. Et à ce titre-là, je voudrais rappeler que le 26 janvier prochain, nous avons un événement tout nouveau qui s'appelle les Halles de numérique. On s'est associé à la cuisine du web. C'est un salon de début d'année qui est une chose qui manque à Lyon, sur lequel on va pouvoir faire venir des décideurs IT qui, avec des problématiques qu'ils ont, vont pouvoir trouver au travers de hubs thématisés également des gens qui répondent à ces solutions de façon assez pointue. Et bien, il est encore temps pour les décideurs, bien sûr, de s'inscrire. Ça, c'est tout juste lancé, mais il est aussi encore temps pour ceux qui souhaiteraient avoir un stand en tant que fournisseur de solutions, de le faire en se rapprochant notamment de Pierre-Antoine ici présent. Voilà, je vous rappelle aussi qu'il y a un dispositif outre Innova DIRA dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Invest in Digital People. On vous l'avait présenté l'an dernier. C'est pas quelque chose qui a été aussi loin qu'on avait souhaité l'an dernier, mais on va le faire redémarrer. On a eu une série de conférences qui étaient très intéressantes, qui ont permis un petit peu de se poser la question de comment recruter différemment. C'est le sujet qu'on a. On sait que si on fait plus de la même chose, ça va pas mieux marcher, donc il faut faire différemment. Et comme le recrutement, c'est quelque chose qui est compliqué, notamment dans le digital, eh bien, il faut qu'on trouve des nouvelles façons de recruter. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait essayer d'aider nos membres. On a des super idées pour cette année. Je ne veux pas trop les dévoiler, mais on a des choses en tête là qu'on pourra redémarrer probablement autour du deuxième trimestre de l'année 2023. Le retour remerciement, je voudrais remercier en fait les différents partenaires qui sont intervenus aujourd'hui. Vous en avez vu deux là autour du trophée Innova DIRA, mais on a eu aussi sur toute la partie forum, donc leur teamwork AWS, également sur la partie donc ici innovation, mais Nine Altitude, Abraxio, Cato Networks, Huawei, HP, Orange et Remedy Street qui ont été présents tout l'après-midi avec pas mal de monde qui est passé. J'y étais, donc j'ai vu l'affluence. Et puis également tous les speakers du jour, Laurent de la Clergerie, Daniel Angelone, Philippe Vessac et bien sûr Yves Pigneur, notre keynoteur du soir. Bien sûr aussi un merci à toutes les startups et tous les porteurs de projets qui ont participé et qui font que le challenge Innova DIRA est aussi vivace, parce que vous en avez vu 4 ce soir, mais on vous a rappelé qu'il y en avait pas mal en entrée, donc qui ont tous participé finalement à la vitalité de ce dispositif et qui montrent aussi comment le tissu est dense et riche. Les comédiens qui nous ont fait un peu rigoler en circulant dans les allées et en essayant de vous canaliser et de vous organiser pour aller dans les bons endroits au bon moment. Bien sûr, les permanents de la DIRA, vous savez, pour monter une convention comme ça, il y a un petit peu de travail en amont. Aujourd'hui, on voit la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg est très très gros avec des mois de travail auparavant pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, je veux aussi qu'on les remercie. Et puis, bien sûr,
les animateurs qui ont été aussi tout l'après-midi pour présenter leur groupe de travail sur lequel ils travaillent toute l'année, avec quelque chose qui est un travail du quotidien finalement pour faire vivre ces groupes de travail, et puis les réseaux de participants qui y collaborent, et bien sûr les membres du conseil d'administration dont je fais partie et qui essayent de travailler qui donnent de leur temps bénévolement pour pouvoir faire en sorte de faire avancer les initiatives de la DIRA et puis de les faire arriver à maturité. Et également à vous tous participants de ces belles conventions, parce que bien sûr c'est tout ça, c'est des choses qu'on fait pour vous et pour vous rendre service. Je ne serai pas plus long parce qu'il est temps d'aller à l'étage, c'est ça, pour rejoindre la grande salle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la salle de restauration, très bien, qui va nous permettre à la fois de prendre d'avoir le bénéfice d'un petit cocktail, et peut-être nous aurons peut-être quelques images de nature sportive pour illustrer les discussions, et ceux qui seront intéressés iront voir les images, ceux qui ne sont pas intéressés pourront aller discuter avec tous ceux qui seront présents à ce cocktail. À tout de suite en haut.